Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Ce soir, nous sommes avec Chantal Comte et Luna Casalas. Bonjour Luna, bonjour Chantal. Bonjour. Nous allons donc vous parler des gestes de la méthode Bien lire et aimer lire. Pour vous expliquer un peu le déroulé, on est ensemble pendant 1 heure ce soir. Nous allons d'abord vous présenter la méthode. Donc, ce sera Sophie Couraud qui est aussi présente avec nous, qui est directrice des éditions Bien lire, qui vous fera une petite présentation très rapide de la méthode. Puis nous entrerons dans le vif du sujet avec Chantal et Luna pour vous expliquer un petit peu les gestes, comment fonctionne la méthode, comment l'utiliser en classe. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous les poser dans l'onglet questions-réponses, Q&R, ou bien dans la conversation. On prendra le temps d'y répondre à la fin de nos échanges. Et donc voilà. Sophie, pour démarrer, je te laisse la parole. Merci Herminie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à Chantal Comte et à Luna Casalas d'être parmi nous aujourd'hui pour vous présenter la méthode Borel-Mézoni et un focus particulier sur les gestes. Ce webinaire, pour ceux qui y avaient participé, fait suite à notre précédente rencontre d'avril dernier, au cours de laquelle on avait eu l'occasion ensemble de vous faire découvrir la refonte de la méthode d'apprentissage de la lecture Borel-Mézoni qu'ont entrepris euh, Chantal et Luna. Comme vous le savez tous sans doute, la méthode de lecture Bien lire et aimer lire est une méthode d'apprentissage de la lecture syllabique et gestuelle. Et chaque correspondance graphème, phonème est associée à un geste. Et c'est ça que nous allons ensemble découvrir ou redécouvrir et en tout cas approfondir grâce à l'expertise de Luna et de Chantal. Donc la méthode Bien lire et aimer lire, elle est construite autour de ces trois axes, le phonème, le graphème et l'articulation du son et du geste. La méthode, elle s'adresse à tous les apprentis lecteurs, enfants, mais aussi parfois des grands enfants ou des adultes, et qu'ils présentent ou non des difficultés d'apprentissage, et en particulier d'apprentissage de la lecture. Euh, une autre particularité de la méthode Bien lire et aimer lire, c'est que c'est une méthode qui est décodable à 100%. Ainsi, l'enfant qui démarre dans la lecture, il peut lire tous les textes qui lui sont présentés. C'est une grande force de la méthode en remédiation auprès des élèves qui sont un peu plus âgés et qui éprouvent encore des grandes difficultés dans la lecture. Et nombreux sont les enseignants de classe de CE2, mais même jusqu'au début du collège, à recourir à la méthode Borel-Mézoni pour faire de la remédiation et asseoir les apprentissages de la lecture. Comme Herminie vous l'a dit, la nouvelle collection Bien lire est en 2025, 65 ans après sa première édition, largement modernisée et étoffée. Et ça, c'est grâce en particulier à l'expertise de Chantal Comte et de Luna Cavzalas qui utilisent la méthode en classe où l'ont utilisée pendant de très nombreuses années. Euh, alors, en premier lieu, le manuel de lecture, c'est celui qui est le plus connu et qui est donc qui existe depuis 65 ans maintenant, qui permet de décoder en démarrant par l'apprentissage des sons simples, puis des sons complexes et des graphies complexes. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Le manuel de code, il est associé désormais à deux cahiers d'activités. Le cahier d'exercice qui propose des exercices d'orthographe lexicale et qui permet à l'enfant d'asseoir ses acquisitions en lecture. Et vous aurez l'occasion au cours de ce webinaire de le découvrir.
Et puis, grande nouveauté en 2025, le cahier de compréhension de texte qui propose des textes qui sont 100% décodables et des exercices associés de grammaire et d'orthographe grammaticale. Mais aussi une nouveauté cette année parce que nous avons été euh, à la fois créatifs, inventifs et plein de dynamisme pour lancer toute cette nouvelle refonte dans la collection. L'affiche des gestes que vous pourrez voir. Tous les gestes ont été illustrés par une illustratrice de grand talent, Julie Gervais, qui a également illustré les mots repères qui sont présents dans la méthode de lecture et dont nous aurons l'occasion de reparler et qui a également illustré toutes les phrases illustrées. Mais aussi, nouveauté du mois de juin, il existe depuis quelques jours seulement, et je sais que les enseignants qui sont présents à ce webinaire avec nous l'attendaient avec impatience. Chantal Comte et Luna Casalas ont réalisé un guide pédagogique très complet qui permet à l'enseignant qui souhaite entrer dans la méthode pour sa classe d'avoir une présentation de chaque séance, la progression de chacune d'entre elles au cours des 4 périodes de l'année scolaire et à chaque fois, pour chaque séance, le lien étroit à faire entre le manuel de lecture et les cahiers d'activité. Et puis, dans ce guide pédagogique aussi, encore plus d'informations et de précisions et de conseils sur les gestes. Et enfin, pour les enfants qui, là, ont appris à lire et qui donc sont un peu plus grands, nous avons 2 recueils de contes traditionnels et de petites histoires. Le premier, les premières histoires Bien lire, aimer lire, est déjà disponible. Il est sorti au mois de mai. Ces histoires, elles sont richement illustrées et elles ont été choisies pour permettre des lectures à plusieurs enfants. Donc, il y a énormément de contes et d'histoires dialoguées. Le vocabulaire employé, mais aussi la forme des textes permet de jouer sur la répétition des mots ou de tournure de phrases, sur la tonalité dans la lecture. L'objectif, là, est d'aider les enfants à devenir des vrais lecteurs qui lisent avec aisance, qui apprennent à poser leur voix, à suivre la ponctuation, mais aussi qui apprennent à enchaîner les mots à lire quand la phrase ne s'arrête pas en fin de ligne. Mais aujourd'hui, ce webinaire, pardon, qui nous rassemble est autour des gestes. Nous avons régulièrement des questions sur l'utilisation des gestes, comment les faire, à quoi ils servent concrètement, jusqu'à quand faire les gestes. Est-ce que tous les enfants doivent les faire et doivent faire tous les gestes? Alors, peut-être pour démarrer ce webinaire et nous expliquer plus avant l'importance des gestes dans la méthode Borel-Mésoni, Luna, est-ce que vous pouvez nous présenter la progression de la méthode de lecture? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour la progression, comme vous le voyez affiché sur votre écran, on a pris l'exemple de la fiche des gestes qui se trouve également dans le manuel de code. Et on peut percevoir qu'il y a plusieurs parties. D'abord, les sons simples, donc avec les voyelles et les consonnes. Donc, les gestes des voyelles sont en rouge et les gestes des sons simples sont en bleu. Ça, c'est pour la première partie de la méthode. Ensuite, on a une deuxième partie avec les sons complexes qui sont dans un jaune orangé. Et on va voir le lien qu'il y a entre les gestes des sons simples et ces gestes des sons complexes.
Et la dernière partie, ce sont les graphies complexes. Voilà, ce sont les graphies complexes. Merci, Nicolas. Peut-être que vous pourriez aussi nous expliquer un petit peu quels sont les sons simples et leurs gestes. Là, ou plutôt peut-être Chantal, de revenir un petit peu là-dessus, nous présenter les premiers gestes. Oui, bah, tout à fait. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, avant de vous présenter les sons simples, c'est-à-dire les consonnes et les voyelles et leurs gestes, j'aimerais souligner déjà un fait, et que le premier fait, la première chose que j'aimerais souligner est que Madame Borel-Belzoni préconisait que l'apprentissage des lettres se fasse non par le nom des lettres, mais par le son qu'elles produisent. Donc, il est essentiel qu'en début d'apprentissage, un travail phonatoire soit fait auprès des enfants, de façon à ce que l'enfant prenne conscience où s'articule le geste et que l'articulation entraîne des vibrations vocales, glottales ou orales. Le geste est en fait un outil tout à fait indispensable à l'apprentissage. Il favorise non seulement l'articulation, il favorise l'apprentissage, bien entendu, et il favorise la mémorisation, qu'elle soit auditive ou visuelle. Le geste permet aussi de lever certains leviers, comme les confusions entre le P et le T, le B et le D. En fait, un geste est associé à chaque phonème, quel que soit le graphème. En effet, il peut y avoir un phonème, mais qui représente plusieurs graphèmes. Prenons l'exemple du O. Il y a simplement le geste du O, mais il correspond au graphème O en une lettre, O en deux lettres, AU, ou O en trois lettres, EAU. Pour la présentation des gestes, alors la présentation des gestes est vraiment très primordiale. L'enseignant doit se trouver face aux élèves et il doit présenter le geste avec n'importe quelle main. Alors, arbitrairement, c'est la main d'écriture, mais ça peut être n'importe quelle main. Ce qui est très important, c'est que le geste soit présenté en miroir, de façon à ce que les enfants aient la vision du geste correcte. Donc, par exemple, pour le A, on explique aux enfants qu'il faut ouvrir la main devant lui et qu'il doit ouvrir la bouche en disant A. Pour le E, l'enfant doit tendre la main, la paume tournée vers le haut, et il doit dire E. Souvent, certaines voyelles représentent la forme graphique de la lettre. Exemple O, on demande à l'enfant de faire un cercle avec les doigts et de dire O. Pour le I, on lui demande de lever le doigt en l'air et de dire I. Pour le U, il lève les deux doigts. On lui fait remarquer que les deux doigts représentent les deux traits du U. Et l'enfant doit dire, et l'enseignant dit U. Pour le E, on dit à l'enfant de mettre son accent en avant et de dire E. Les consonnes, en ce qui concerne pour les consonnes, on peut les catégoriser. C'est-à-dire que certains gestes reproduisent la forme graphique de la lettre. Exemple, pour le V, on demande à l'enfant de faire un V avec ses mains et de dire V. Pour le M, on lui dit que c'est une petite bête à trois pattes,
1, 2, 3. Les 3 pattes représentent les 3 pattes du me. On lui demande de serrer les lèvres et de dire me. C'est la petite bête qui chante me. En ce qui concerne le S, on demande à l'enfant de dessiner un S avec son doigt en suivant la flèche qui est indiquée par le professeur, par l'enseignant. Le de. Alors le de, il faut vraiment être très très vigilant parce qu'il y a souvent confusion entre le be et le de. On demande, alors l'enseignant est debout devant les élèves, on demande à l'enseignant, l'enseignant, pardon, met son poing dans le dos et dit de. Et on peut faire remarquer que la graphie du de peut être schématisée par le corps. Là, c'est le trait vertical du de et le poing représente la bosse dans le dos. Souvent, je montre à mes élèves que le de peut être schématisé, alors je ne sais pas si vous allez le voir, de la sorte. Pour le be, il est aussi très très important d'être vigilant dans la façon dont on l'introduit. On est toujours debout devant les élèves. On met une boule sur le ventre et on dit, alors sur le ventre ou sur le bidon, et l'on dit be. Et je le schématise souvent par ce petit schéma d'une personne, de la personne, de l'enseignant ou de l'enfant, et le be très vertical et la bosse sur le ventre ou sur le bidon. En ce qui concerne le xe, on fait un X avec son doigt et on dit à l'enfant ps, ps. Et puis il y a les gestes qui font prendre conscience à l'enfant où se place l'articulation. Ceci est vrai pour la lettre R. On dit à l'enfant « touche ta gorge avec ton doigt pour sentir où ça gratte » et dit « R ». Pour le on dit à l'enfant « monte ton doigt le long de tes lèvres en même temps que ta langue monte vers ton palais et dit L ». Pour le je, le J, on dit à l'enfant mets ton doigt sur ta joue comme si c'était le point sur le J et dit J. Pour le Z, on dit à l'enfant fais voler ton doigt comme une abeille et dit Z. Pour le ch, on demande à l'enfant de prendre ses joues entre ses doigts et de dire ch. Pour le p, on demande à l'enfant de serrer le poing en l'air et là on peut imaginer la forme du p, de serrer les lèvres et d'ouvrir la main soudainement, d'ouvrir la bouche et de dire. Pour le te, on demande à l'enfant d'attraper la petite barre du te, de la pincer et de dire.
le que. On demande à l'enfant, on montre à l'enfant de faire un k avec ses doigts, de montrer le fond de la bouche et de dire k. Et l'enfant doit sentir le souffle qui sort de la bouche lorsqu'il dit la lettre. Pour le g, c'est un son qui sort de la gorge, donc on dit à l'enfant de toucher sa gorge avec son pouce, de montrer sa bouche et de dire g, g. Et on doit sentir que quelque chose bouge dans la gorge. Quant au ne, on demande à l'enfant avec deux doigts, d'entourer son nez. Il ressemble à la lettre ne et on fait vibrer, on dit à l'enfant de dire et il doit sentir la vibration dans le nez. Pour le feu, on demande à l'enfant de mettre son bras devant son ventre et de faire la flèche, de suivre la flèche et de dire. Il est très important il est vraiment important d'être rigoureux quant à la façon dont on introduit les gestes devant l'enfant, parce que l'enfant utilisera les gestes tout au long du livre de lecture et ça aide énormément à la mémorisation. Il m'est arrivé, par exemple, qu'un enfant ne se souvienne plus d'un son et je lui montrais simplement le geste et il nommait ce son. Donc, les gestes aident vraiment à la mémorisation des phonèmes et ils doivent être utilisés, à mon sens, jusqu'à la fin du livre de lecture. Alors, il y a des enfants qui peuvent être réticents en début d'année parce qu'ils disent oui, les gestes, ça m'est arrivé. Donc, oui, les gestes, ce sont pour les bébés. Donc, c'est à l'enseignant de leur dire que non, les gestes sont très importants et de le prouver tout au long de l'apprentissage de la lecture que les gestes aident pour la mémorisation, pour la graphie et pour mener à bien l'apprentissage de la lecture. Voilà. Je voulais aussi vous souligner que lorsque l'on introduisait un geste, on faisait toujours appel, on nommait toujours le mot repère qui est dans le livre de lecture. Par exemple, lorsqu'on introduit le geste A, on fait toujours appel au mot repère qui est pour le A, un ananas ou un âne. Et à chaque son introduit, il y a un mot repère que l'on se doit de nommer avant l'introduction du geste, de façon à ce que l'enfant entende déjà le phonème. Merci pour cette précision, Chantal. Justement, vous parliez du fait qu'il y ait des risques de confusion, notamment entre le be et le de. Luna, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel est le risque, les autres risques de confusion qu'il y a entre certains sons plutôt proches? Oui. Il y a plusieurs sons simples qui ont une sonorité proche, donc le b et le de, le p et le t, le k et le g, et le f et le v, ainsi que le j et le ch. Encore une fois, les gestes sont là pour différencier et apporter une réponse donc kinesthésique, mais également
un rappel au niveau de l'articulation pour pouvoir faire la différence entre ces sons proches. Pour le k et le g, l'enfant va bien sentir pour le g de la lettre G au niveau de la gorge que ça vibre, alors que le k, il aura simplement l'air, comme l'a expliqué Chantal tout à l'heure, il sentira l'air au bout de ses doigts. J'aimerais juste revenir sur deux petites choses pour compléter l'explication de Chantal. Les élèves qui pourraient avoir envie de ne pas utiliser les gestes en début de CP parce qu'ils sont à l'aise et seraient déjà un petit peu rentrés dans l'apprentissage de la lecture, l'enseignant va pouvoir donc prouver, comme le disait Chantal, que les gestes sont utiles, notamment avec les graphies complexes et parfois les sons complexes déjà, mais pour les graphies complexes, les gestes à ce moment-là seront réellement utiles pour l'apprentissage de la lecture pour ces élèves qui arriveraient en CP avec un apprentissage déjà amorcé. En ce qui concerne les gestes qui ont une flèche, comme nous l'a expliqué Chantal, il y a certains gestes qui sont donc dynamiques et ils ont une flèche nous montrant ce mouvement, et il permet également d'avoir le temps de prononcer le son. Et pour les gestes que Chantal a montrés, elle a bien insisté sur le fait qu'il fallait être en miroir. Bien sûr, on a la contrainte technique du numérique. En réalité, elle vous l'a bien montré en miroir, mais la caméra étant inversée, c'est pas forcément évident, et c'est vraiment un point très important. Et enfin, le dernier point, Chantal nous a expliqué et nous a donc bien détaillé chaque geste avec une petite phrase, et a insisté sur le fait qu'il faut faire le lien avec le mot repère qu'il y a dans la méthode. Et je tenais à souligner que cette petite phrase, elle est expliquée avec l'image du geste dans la page de gauche. On le verra tout à l'heure quand Chantal expliquera une séance et une mise en œuvre. Mais donc toutes ces petites phrases-là sont écrites pour pouvoir guider l'enseignant dans son explication, mais également les parents à la maison quand ils vont devoir accompagner leur enfant dans l'apprentissage de la lecture et des gestes. Voilà. Rachel, bah oui, effectivement, tout à l'heure, on aura l'occasion de vous remontrer des pages intérieures et cet exemple-là de la phrase qui accompagne le geste. Pour continuer aussi sur des exemples de sons et détailler un petit peu plus, concernant les sons complexes, est-ce que vous voudriez bien nous en parler un petit peu et nous en présenter certains? Oui. Alors, encore une fois, là, les gestes des sons complexes ont été pensés pour aider à la mémorisation. Si on prend l'exemple du « an », pour se rappeler que la graphie du son en tout cas comme il est présenté ici, est avec le A et le N, il est expliqué que quand on met le A proche du nez, il chante en, et quand on met la main loin du nez, ça chante A. Il en sera de même pour le O loin du nez, le cercle loin du nez, il chante O, mais proche du nez, il chante on. Et on a donc ce rapport et ce rappel à la graphie qui permet d'être plus précis et d'avoir un support mémotechnique supplémentaire. On tenait à expliquer le « ou » également, et cela rejoint l'explication de Chantal sur l'idée d'être rigoureux lorsque l'on présente les gestes. Par exemple, pour le « ou », on a besoin donc de nos 5 doigts, le « o » d'abord, et également le « u » avec donc les 2 doigts en l'air,
Pour rappel, le U a été présenté dans l'autre sens et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Le U, c'est simplement donc les deux doigts levés pour rappeler les deux traits de la lettre. Par contre, pour le OU, on a besoin de voir le O et le U. Et encore une fois, c'est un rappel sur l'orthographe de ce son complexe. Pour le 1 qui est présenté sur le partage d'écran que nous fait Herminie, c'est le même exemple que pour le A et le AN et le ON. Le 1, donc c'est quand le I est loin du nez, il chante. Quand le doigt est loin du nez, il chante I, mais quand il s'approche du nez, il chante 1. Et il en est de même pour le 1 UN. Voilà, donc les sons complexes, ils sont vraiment pensés pour aider également à l'orthographe et donc à la transcription graphique de ces sons complexes. Maintenant, on va pouvoir passer à la présentation d'une séance. Je tiens aussi à rappeler à toutes les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser, hein, on prendra le temps après la présentation de la séance, on prendra un petit peu de temps pour y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire dans l'onglet questions et réponses ou dans la conversation. Je vous laisse la parole, Chantal, pour que vous nous expliquiez un petit peu Oui. comment se déroule une séance. Oui, alors avant de vous proposer une séance, j'aimerais vous rappeler qu'en fait, l'acte de lire s'articule autour de deux axes qui ne peuvent être dissociés. Le décodage ou le déchiffrage de syllabes, de mots ou de phrases, et la compréhension de ce qui est décodé. Le décodage, quant à lui, est fondé sur trois facteurs. Sur le phonème, ce qui est entendu par l'oreille, sur l'articulation, ce qui est dit par la bouche, et sur l'écriture, sur le graphème, ce qui est vu par les yeux. Je souhaite vraiment insister sur le fait que le décodage et la compréhension sont étroitement liés, parce que il peut arriver, et je pense aussi bien à Luna qu'à moi, il est arrivé qu'un enfant puisse décoder, mais sans aucun problème. Par contre, si on lui pose une question, si on pose à cet enfant une question de compréhension, c'est-à-dire une question sur le sens du mot qu'il a lu ou sur la phrase qu'il a lue, il se peut que cet enfant ne puisse pas répondre à cette question. C'est la raison pour laquelle il nous semble vraiment très important que lorsqu'un enfant est capable de lire un mot, lorsque un enfant est capable de lire un mot ou une phrase, il faut systématiquement poser aux enfants des questions sur le sens du mot ou sur le sens de la phrase. Et c'est comme ça que il deviendra un lecteur à part entière et il aura le goût de lire. Alors, en ce qui concerne le déroulement d'une leçon, en fait, elle s'effectue en 5 étapes. La phase de découverte, la phase d'assimilation, la phase d'institutionnalisation et la phase d'application et la phase de renforcement. Donc, j'ai choisi de vous présenter le son F. En premier lieu, le manuel de lecture est fermé. L'enseignant doit faire découvrir le son à l'enfant et cette découverte est faite par le biais de la petite phrase qui est sous l'illustration. Alors, l'enseignant lit cette phrase, ou plutôt l'énonce sans la lire, en essayant discrètement d'insister sur le son qui doit ressortir, qui doit être identifié. Donc, l'enseignant lira la fée se promène dans la forêt, elle se faufile entre les arbres feuillus. Donc, les enfants, normalement, doivent identifier le son
F. Au cas où le F ne serait pas identifié, l'enseignante peut proposer ou l'enseignant peut proposer des petites devinettes et dans la réponse de la devinette, il y aura d'inclus le son F. Donc là, c'est l'identification du son F pour cet exemple-là. À partir du moment où le son a été identifié, l'enseignant va introduire le geste. Et vous voyez que en haut, sous la tétière, il y a l'explication du geste qui doit être dit aux enfants, qui doit être dite aux enfants, pardon. Et là, on le voit en effet la première chose que l'on fait, on dit que c'est le feu de une fée qui correspond au mot repère dans le livre de lecture. Une fois que le geste a été identifié, que le son a été identifié, que le geste a été introduit, l'enseignante propose les 4 graphies du feu, en l'occurrence dans ce cas-là, c'est-à-dire le feu en script, en majuscule d'imprimerie, en cursif et en majuscule anglaise. Alors, pour le feu, il y a une petite particularité, c'est que en ce qui concerne la graphie en cursif, il faut être très vigilant parce que le feu est la seule lettre, en fait, où l'on monte, on descend et on remonte vers la droite. Et là, il faut être très vigilant à la façon dont on remonte vers la droite. Parce que bien souvent, les enfants et même certains adultes remontent vers la gauche. Donc, il y a vraiment un point de vigilance à ce niveau-là. Donc, une fois que le son a été identifié, le geste a été introduit, la présentation des 4 graphies ont été faites, on demande à l'enfant une recherche de mots. À ce moment-là, les enfants, on va opérer avec un enfant une recherche de mots. À ce moment-là, on demande aux enfants d'ouvrir le manuel de lecture, d'observer l'illustration et de trouver des mots dans l'illustration dans lequel on entend le son F. Donc normalement, les enfants doivent trouver le mot forêt, le mot fleur, le mot fée, le mot fourmi, le mot fougère et le mot fan. Au fur et à mesure où les enfants énoncent ces mots, l'enseignant doit écrire les mots au tableau ou sur le TNI et en prenant soin de mettre le nouveau son en rouge, en couleur, de façon à ce que les enfants parmi toutes les lettres du mot, le nouveau son étudié soit bien vu de tous et bien remarqué. Si on considère qu'il n'y a pas suffisamment de mots qui ont été énoncés par les enfants, ou s'il n'y a pas eu suffisamment d'enfants qui ont une participation active sur cette recherche de mots, on peut là aussi poser des devinettes en faisant ressortir des mots avec le son F. Alors j'ai choisi de prendre aussi cette leçon-là parce qu'il y a une petite particularité, c'est que le son F a 2 graphèmes. Il y a le F comme nous le voyons là, mais il y a aussi le F PH. Et lors de recherche de mots, il peut ressortir des mots dans lesquels le son F, le graphème PH apparaissent. Donc dans ce cas-là, il est bien évident que on valide la réponse de l'enfant, mais on écrit le mot un peu à part en disant aux enfants qu'on l'étudiera plus tard lors des graphies complexes. Voilà. Ensuite vient
la phase d'institutionnalisation. Donc cette phase, c'est une phase qui est à la fois, qui est en premier lieu collective, puis individuelle. L'arbre que vous voyez là est un préambule en fait à la combinatoire. L'enseignant peut avoir cet arbre reproduit sur le tableau et il montre le chemin que le fait le feu vers le i et pour que ça et lit en même temps fi. Ensuite, l'enseignant montre le chemin du feu vers le haut et rapidement il fait oh. Il faut vraiment que les sons, que les phonèmes s'enchaînent. Parce qu'il faut vraiment montrer à l'enfant l'importance, parce que dans un mot, quand on parle, quand on lit, on ne dit pas feuille, on fait fi. Donc l'importance de l'enchaînement rapide des, des, des lettres. Ensuite, on peut fermer le livre à ce moment-là et le livre peut être fermé et l'enseignant écrit des syllabes avec le feu. D'abord le feu en premier, plus la voyelle, que les enfants lisent collectivement, par groupe ou individuellement. Et vous voyez qu'il y a une progression en lecture parce on peut faire faire consonne, voyelle, et ensuite proposer aux enfants voyelle, consonne, et ensuite mélanger un petit peu tout pour que les enfants soient, soient très attentifs au fait que la première lettre, c'est soit un F quand je lis Fa, ou un A quand je lis AF. Donc, on peut proposer aux enfants déjà une première ligne avec en l'occurrence là, le F et la voyelle, une deuxième ligne avec le A, avec une voyelle et le F, une troisième ligne avec les deux façons mélangées. Bon. Ensuite, on peut proposer aux enfants aussi d'introduire une troisième lettre. Et la troisième lettre qui est introduite est bien entendu une lettre qui a été vue le jour d'avant, ou c'est une petite révision. Et ce travail se fait en collectif, en groupe ou individuellement. Ensuite, quand tout ce travail est fait, on demande aux enfants d'ouvrir le livre de lecture et là, on fait une lecture individuelle où chaque enfant doit lire deux sons, une ligne, ça dépend du profil de la classe, du nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Donc ça, c'est aux enseignants de voir comment procéder. Vous avez pu voir dans la page précédente que il y a une progression quant à la lecture. On a donc des syllabes, on a ensuite 3 lettres, et ensuite on arrive aux mots, et ensuite on arrive aux phrases. Et il est très important que l'enfant voit ce cheminement, cette progression, parce qu'il voit qu'il progresse, et ceci donne un sens à son apprentissage. Je vais vous lire en faisant les gestes la dernière phrase. Je vais vous la lire en faisant les gestes. Flavie a vu le film. Voilà. Les gestes pour les enseignants ne sont pas du tout difficiles à apprendre. Il est bien évident qu'ils doivent les avoir en tête, ils doivent les connaître avant d'utiliser la méthode. Voilà. Ensuite, après la phase
d'institutionnalisation vient la phase d'application. Donc là, les livres sont fermés et on prend le cahier d'exercice. Donc, pour le cahier d'exercice, vous voyez qu'il y a 4 exercices qui sont, sont, sont progressifs aussi et qui, tout au long du cahier d'exercice, sont un petit peu les mêmes, reprennent la même progression. Il est bien évident qu'en début de l'année, les exercices se font, surtout le premier et le deuxième, se font collectivement. Et au fur et à mesure, et le quatrième aussi, et au fur et à mesure de l'année, ces exercices peuvent se faire tout à fait individuellement et les enfants peuvent progresser à leur rythme. Le premier exercice est un exercice de discrimination auditive et visuelle. L'enfant doit entourer le dessin dans lequel on entend le son F. Donc les dessins peuvent être dits par l'enseignant et les enfants entourent, ou je vous dis plus tard, au fil de l'année et par rapport au profil de la classe, ces exercices peuvent être faits individuellement. Le deuxième exercice est aussi un exercice de discrimination auditive et visuelle, mais où les enfants doivent scander les mots. Et là, il faut être vigilant parce que euh, en maternelle, les mots sont scandés d'une façon différente. Ils sont scandés par rapport aux syllabes orales, alors que en élémentaire, les mots sont scandés en syllabes écrites. C'est la raison pour laquelle, sous le mot fourchette, par exemple, en maternelle, normalement, il y a deux syllabes orales, c'est-à-dire fourchette, tandis qu'en élémentaire, il y a 3 syllabes écrites. C'est la raison pour laquelle vous voyez les 3 petits ronds sous la fourchette. Fourchette. Et l'enfant doit bien évidemment cocher la case où il entend le son F. Le troisième exercice est un exercice de graphiphonie où l'enfant doit entourer toutes les lettres, toutes les graphies du son F, que ce soit en script, en majuscule d'imprimerie, en minuscule ou en majuscule anglaise. Donc là, c'est une reconnaissance de la lettre par elle-même. Le quatrième exercice, c'est un exercice collectif, en fait, où, où l'attention des élèves doit être soutenue. L'enseignant va énoncer pour la ligne du chat, par exemple, l'enseignant va énoncer très rapidement une syllabe que l'enfant devra entourer. Il est bien évident qu'on laisse un petit temps d'adaptation à l'enfant pour qu'il puisse lire silencieusement les différentes syllabes et ensuite il entoure la syllabe énoncée par l'enseignant. Donc pour la ligne du chat, vous voyez qu'il n'y a que des feux, mais pour la ligne du poisson, il y a une progression. Il y a non seulement le son qui a été introduit le jour, mais il y a aussi les sons qui ont été introduits les jours avant. Pour la ligne du lapin, ça y est, on passe à 3 lettres. Et là, l'attention de l'enfant doit être soutenue parce que tout se mélange un petit peu. La troisième ligne, la ligne de l'oiseau, donc là,
on voit vraiment la progression, c'est que l'enfant est capable là de sous, doit être capable de lire les mots et suivant le mot énoncé par la maîtresse, doit être capable de l'entourer. Alors on essaie parfois de mettre des mots qui commencent par les mêmes sons. Là, vous avez le mot fil et le mot film, parce que vous savez que les enfants sont rusés et que parfois ils voient le mot fil et ils ne vont pas jusqu'au bout du mot. Donc, en l'occurrence, pour cette ligne-là, je préconiserais de dire aux enfants qu'il faut entourer le mot film, de façon à ce qu'ils lisent le mot entièrement. Le cinquième exercice, donc là, c'est un exercice où l'enfant réalise qu'il peut lire une phrase et qu'il peut la comprendre. Alors, tout d'abord, on demande à l'enfant, donc il y a aussi une progression, c'est qu'on demande à l'enfant d'entourer les sons feux, qu'ils soient, là, c'est en script, en majuscule d'imprimerie ou en minuscule d'imprimerie, mais là, ils doivent les identifier dans une phrase. Et ensuite, on demande qu'ils identifient les sons feux dans une phrase, mais qu'ils illustrent cette phrase. Et l'illustration prouvera à l'enfant qu'il a compris le sens de la phrase, et au cas où il y ait des petites erreurs, l'enseignant est bien entendu derrière l'enfant pour, s'il n'arrive pas à tout décoder, pour l'aider à décoder. Mais il est essentiel de donner aux enfants les outils nécessaires pour que l'apprentissage soit le plus explicite possible et qu'il appréhende cet apprentissage avec aisance et de façon sereine, de façon à l'encourager et qu'il puisse mener à bien cet apprentissage de la lecture le plus sereinement possible et surtout qu'on puisse lui donner le goût de lire dès ce qui est considéré comme une mission, une des missions de l'école. Voilà. Merci beaucoup, Chantal, pour ces explications. Je vais revenir, on a eu deux questions, notamment la première qui demande si on est dans une école sans cahier. Peut-on quand même appliquer la méthode si les enfants n'ont pas de cahier d'exercice pour les accompagner? Oh bah oui, 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 on peut utiliser la méthode parce que bah, à ce moment-là, il faut créer soi-même les exercices. Et la autre question qui rebondissait sur le F que vous présentiez tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce gênant de remonter la boucle basse du F vers la gauche? Certains enfants le font alors que nous leur montrons à droite. Nous ne le reprenons pas systématiquement puisque ce geste leur est venu spontanément et que la lettre est pleinement reconnaissable. Bah, un feu, à mon sens, quand il est écrit dans l'alphabet, un feu, et la graphie remonte vers la droite et non pas vers la gauche. Et elle permet aussi, quand il faut accrocher, si on remonte par la droite et qu'on fait cette petite boucle, elle permet aussi d'accrocher correctement la lettre qui suit. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, oui. En plus, il ne faut pas oublier que l'apprentissage de l'écriture, même s'il découvre l'écriture cursive en grande section, c'est quand même en CP que l'on a cet apprentissage-là.
Bien sûr, les enfants finiront par avoir leurs propres habitudes, mais si on n'est pas rigoureux dès le CP, au moment où on a cet apprentissage, leur qualité graphique risque d'être détériorée beaucoup plus rapidement que quand ils seront en cycle 3. Le but, c'est qu'ils soient lisibles par tous et d'avoir une rigueur pour cette année de CP. Je pense qu'il faut être rigoureux autant au niveau de la lecture des gestes qu'au niveau de l'écriture. Quant à la formation des lettres, euh, Et parce que, l'écriture cursive a parce été pensée cursive. pour être rapide et efficace si on l'a fait correctement. On peut donner d'autres exemples comme le O, où certains élèves auraient l'habitude de tourner dans le mauvais sens ou de soulever leur crayon. Voilà, si on laisse faire ce genre d'habitude, l'écriture cursive perd un peu de son intérêt de rapidité et d'efficacité. Oui. Merci beaucoup pour ces précisions. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est que vos explications étaient bien claires. Donc très bien, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Je voulais donc vous rappeler les références de la collection, donc Bien lire et aimer lire. Vous avez donc la méthode de lecture, les 2 cahiers donc d'exercice et de compréhension. Est aussi disponible la fiche des gestes. Donc la fiche, contrairement à tous les ouvrages sont disponibles chez votre libraire ou bien sur notre site, mis à part la fiche qui est disponible uniquement sur notre site. Donc vous avez aussi donc, les premières histoires Bien lire et aimer lire du CE1 qui sont déjà disponibles. Et à la rentrée prochaine, les histoires Bien lire et aimer lire fin CE1 sortiront en librairie. Si vous avez besoin d'informations sur la méthode ou pour tout renseignement ou demande de devis, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse contact@esf-scienceshumaines.fr. Nous serons ravis de répondre à vos questions. Si vous êtes un établissement scolaire aussi, il est tout à fait possible de passer commande par nous directement ou bien sinon par votre librairie par laquelle vous passez habituellement. Bien sûr, pour répondre à la dernière question qui vient de tomber, le webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube dans une semaine. Vous recevrez par email le lien vers le replay si vous avez besoin de le revoir ou si vous voulez bien sûr le partager auprès de collègues. Et juste, pardon, Herminie, les ouvrages sont effectivement disponibles au Québec via Gallimard Export, mais aussi dans de nombreux pays. Et il y a vraiment partout dans le monde des gens qui utilisent la méthode de lecture, puisqu'il y a eu plus de 600 exemplaires qui ont été envoyés en Australie il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est disponible au Québec, mais c'est aussi disponible n'importe où dans le monde. Il suffit de s'adresser aux libraires sur place qui vend des livres en langue française et qui sait très bien faire. Pour ceux qui seraient très pressés, vous pouvez aussi les commander directement sur les sites de Bien lire. Bien-lire.net et on expédie via Colissimo et Chronopost partout dans le monde. Merci pour la précision, Sophie. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Et dernière chose aussi, si vous voulez suivre notre actualité pour connaître les prochaines sorties, les prochains webinaires, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook et sur Instagram, bienlire.édition. Merci à tous. Merci beaucoup, Luna et Chantal, de nous avoir accordé ce temps ce soir pour bien nous expliquer la méthode. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée.
Au revoir. Au revoir, bonsoir. Merci beaucoup et puis à très bientôt.